contredire cette normalisation, puisqu'effectivement, on nous explique que c'est normal, puisqu'effectivement, c'est pas une norme dans le sens où c'est une norme, mais c'est normal de dire bonjour, etc. Entre autres, quoi. On a difficilement des contre-arguments présentés à cela quand c'est présenté comme ça. Ben, c'est très difficile, hein. C'est comme lorsqu'un téléopérateur de chez Darty, machin, ou n'importe quoi, vous téléphone, vous vous rendez compte que vous n'avez pas la possibilité de dialoguer avec cette personne. Hein, cette personne agit selon un chemin de fer. Agit selon un chemin de fer de questionnement qui a été préécrit. Hein, c'est vraiment un nouveau langage qui se met en place. Hein. C'est une question de programmation. Hein, c'est beaucoup plus grave que de la normalisation, hein, spécifiquement. Donc face à ça, c'est très compliqué parce qu'il y a une acceptation collective de ça. Il y a une acceptation collective de ça. C'est-à-dire une acceptation collective au niveau de l'État. C'est là qu'est l'enjeu. C'est la raison pour laquelle moi je reste très comment dire, sceptique face à la nature même de notre pays dans ce domaine-là. Parce que ça, ce sont des processus qui sont des processus de lavage de cerveau. Hein, dans l'éventualité où nous voudrions penser des choses. Hein. Ce sont des processus de lavage de cerveau. C'est-à-dire que moi j'ai des gens là qui, on l'a écrit, on n'a jamais été démenti, hein, bon, ils disent, bon ben voilà, j'ai à côté de moi le manager donc, qui m'impose donc, le SBAM des caissières, bon bref, c'est un chemin de fer de questionnement automatique hein, donc, qui est mis en place, et j'ai exactement 37 secondes pour résoudre le problème. Et au moment où j'allais résoudre le problème, tac, on coupe puisque j'ai dépassé mon temps de parole. Donc cette dimension de programmation va au-delà d'une question de normalisation. Derrière ça, il y a de l'idéologie. Mais l'État a décrété qu'il n'y avait plus d'idéologie. Monsieur Copé, par exemple, durant tous les quinquennats de M. Sarkozy, a passé son temps à répéter qu'il n'y a pas d'idéologie. Oui, bon, oui, il y a marqué la Poste aussi. Non, c'est une affaire qui est structurellement idéologique. C'est précisément parce qu'il y a un contenu idéologique fort que celui-ci est coercitif, et c'est précisément parce que cette dimension idéologique est exclue du débat qu'elle peut se répandre, et que nous ne pouvons pas la contrecarrer, parce qu'il n'y a pas de prise. À partir du moment où il y a une posture idéologique reconnue comme telle, on peut, du coup, agir contre. Mais nous sommes face à une logique d'homme sans visage. Le DRH n'a pas de visage. N'a pas de visage. Le responsable du truc n'a pas de visage. D'ailleurs, il n'y a pas de responsable. Évidemment, nous sommes tous les trois d'accord pour dire que c'est vous qui allez payer la facture. Mais on ne va jamais vous le dire. Donc c'est une hypocrisie érigée en système. Mais cette hypocrisie repose sur une idéologie. Alors après, le problème c'est qu'as-tu fait de ton confort, qu'as-tu fait des livres qu'on t'a donnés, qu'as-tu fait de ton information? Le problème il est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à une dynamique d'entreprise-système de faire un boulot d'entreprise-système. On ne peut pas reprocher à une machine de faire un boulot de machine, d'être une machine. Mais l'humain dans tout ça, il peut, lui, prendre sa situation en main. Après, on tombe dans une autre dynamique, qui est une dynamique de corruption. Corruption par le confort, corruption par la consommation, la plupart des dimensions de la question énergétique sont contenues là-dedans. Je suis corrompu par ma voiture, alors je vais continuer à polluer, quoi. Pourquoi je polluerais moins hein? Pourquoi je ferais moins de voitures? Parce que j'ai une fête, moi, après. Ou j'ai rendez-vous après-demain, oui. Donc, cette dynamique-là, elle est extrêmement importante. Et elle vient de loin, historiquement parlant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, et j'observe qu'il y a des aînés parmi nous qui auront la mémoire de ça, que l'ensemble de ce que nous vivons là aujourd'hui, dans le domaine de l'entreprise par exemple, car en gros toutes les multinationales dont nous parlions tout à l'heure ont été pensées dès le départ comme des trusts. Enfin, il suffit de reprendre les écrits des années 50-60, il n'y a pas de mystère là-dessus. La solution économique est globale. C'est tous les travaux de la commission trilatérale dans les années 70, des grandes banques comme la banque de Rockefeller, etc., dans lesquelles la plupart des responsables politiques occidentaux avaient un siège. Le monde devait voir la victoire du capitalisme dont le champ naturel d'expression est planétaire. Ça a été pensé comme tel dès le départ. Alors c'est sûr qu'antérieurement, il y avait un autre modèle qui faisait balancier, contrepoint. Mais de toute façon, il était entendu que l'autre système économique disparaîtrait.
Et si cet autre système économique disparaît, eh bien dans ces cas-là, quelles sont les entreprises qui pourront survivre là-dedans? Ben, ce sont les entreprises qui ont la taille globale. Et les entreprises qui ont la taille globale sont des trusts, hein, reposant sur un schéma économique colonial, c'est-à-dire un schéma de prédation. Et aujourd'hui, cette logique de prédation s'exerce contre les individus. C'est tout. Donc face à cette logique-là, nous avons deux possibilités. La première, c'est de dire « je veux, quoi qu'il arrive, conserver mon job à 5 000 € pour rester au cœur du système, etc. etc. » Ou alors, et donc dire non à ce phénomène qu'on appelle le renversement éthique, c'est-à-dire que pour pouvoir remplir ma mission et croquer mon job à 1 000 €, je dois accepter un certain nombre de choses. J'ai pas le choix. Et ça s'appelle le renversement éthique. Je choisis à un moment donné, moi, je me souviens très bien d'une magistrate, procureure de la République, très engagée dans des affaires de corruption, qui, du jour au lendemain, a procédé au renversement éthique. Elle s'est fait embaucher par un grand cabinet international pour défendre ce qu'elle faisait mettre en prison avant, en gagnant 10 fois plus. Voilà, terminé. Voilà. Bon, mais ça, c'est une logique de corruption que nous ressentons dans chacun de nos actes. À partir du moment où je ne mets pas un frein à mon propre désir de consommation, de possession, pourquoi j'aurais pas assez de choses encore? Il m'en faudrait encore plus. Eh bien, forcément, la dynamique dont nous parlons est agissante. Il faut être deux dans ces cas-là. Il faut être deux. Donc, c'est par là qu'on peut avancer. Oui, Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe, merci pour ta conférence. Je pense que c'est pour beaucoup d'entre nous un coup de fouet quand même au niveau de l'estomac. Et voilà. Nous voulons penser, donc c'est parce que tu as commencé comme ça, est-ce que nous voulons penser? Oui, nous voulons penser. Mais est-ce qu'on peut penser dans ce système actuel? Et moi, je voudrais rebondir sur ce que disait le professeur, c'est-à-dire que est-ce qu'on donne suffisamment d'armes à nos jeunes, que ce soit du primaire jusqu'à la fin de l'université, pour renverser ce que tu viens de nous décrire? Alors ça, c'est une première chose. Et la deuxième, tu as parlé de la France. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire des investigations aussi dans d'autres pays, ou est-ce que, par l'intermédiaire de tes collègues, c'est le même système de soumission, où l'humain n'est plus au centre? Et comment peux-tu nous donner quelques pistes pour remettre l'humain au centre de cette société qui est justement déshumanisée? Bon, sur le coup de poing dans le ventre, c'est un peu fait pour. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est face à un système de pensée, etc. Faire voler ça en éclats. Hein. Bon, est-ce qu'on peut penser ça? Bien sûr qu'on peut penser ça. Non, mais franchement, bien sûr qu'on peut penser ça. Et bien sûr qu'on peut travailler à renverser. Après, nous sommes face... La situation que nous connaissons aujourd'hui a été construite depuis 50 ans. Nous sommes au début d'une prise de conscience. C'est l'un des premiers bouquins là-dessus. C'est comme sur les histoires d'aliénation aux écrans. On est au début, donc il y a un grand retard de la part de la société civile. Ensuite, vis-à-vis des enfants, c'est bien évidemment vis-à-vis d'eux qu'il faut agir. Parce que si nous n'agissons pas de manière décidée vis-à-vis d'eux, ce système-là, il est fait pour durer. Il est fait pour durer. Ça, c'est très clair. Ah ben, ça, c'est évident. Ça, c'est évident. D'autant plus que moi, j'ai eu accès à des trucs de publicitaires à l'échelle européenne qui concernent les générations nées après l'an 2000. Ça tombe bien, ça concerne mon fils. Bon, ces générations-là sont considérées par les publicitaires comme des générations qui sont bénies des dieux, parce qu'ils sont nés au milieu de l'écosystème des écrans, rendez-vous compte. Ce sont des gens always on. Et ça, c'est magnifique. Parce que comme ils sont always on, je vais pouvoir les toucher, les conditionner, les influencer à chaque instant du jour et de la nuit, grâce à leurs smartphones, à leurs écrans, etc. etc. Donc très clairement, c'est vis-à-vis des enfants qu'on peut agir. Après, à l'échelle européenne, mais ça n'a pas de sens. La dimension nationale n'a pas de sens dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que nous sommes face à des multinationales. Donc ça s'appelle multinationales, trust, pareil. Donc ces entreprises agissent avec des zones géographiques qui sont découpées. Donc il y a la zone Fra-Benelux, il y a la zone Asie du Sud-Est, etc. Et dans chacune de ces zones, on retrouve les mêmes choses, les mêmes codes de conduite,
les mêmes codes de comportement, les mêmes codes linguistiques. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué en l'absence d'une action politique venue de l'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à travers ces affaires-là, même si nous savons bien que l'État a fait le choix de la supranationalité, c'est-à-dire au renoncement d'une partie de ses fonctions d'État, se pose la question du sens même de l'État, qui est de protéger, nourrir, instruire, soigner. Très clairement. Et que dans ce domaine-là, il y a une action très clairement, de mon point de vue, à mener à l'intérieur de l'État pour que l'État se réapproprie un certain nombre de ses fonctions. Car même si nous, individuellement, nous positionnons, faisons des choix radicaux par rapport à ça, nous ne pouvons pas l'emporter en tant qu'individu. Pourquoi? Parce que l'entreprise va m'exclure. Donc je n'aurai pas de travail, donc je n'aurai pas d'argent, donc je n'existerai pas. Ou alors de façon... Bon, voilà. Donc je ne pourrai pas agir. Et que face à la nature de ce qui se joue dans ces domaines-là, puisqu'il ne fait de doute pour personne qu'il s'agit de totalitarisme d'entreprise, bon, on ne compte même plus aujourd'hui le nombre de codes de délation qui sont mis en place, qui concernent ces mêmes attitudes qui consistent à téléphoner à l'ancien employeur pour savoir si Robert, il a une valeur. Donc il y a des codes de délation, il y a des incitations à la délation, etc. Tout ça est absolument illégal, mais se développe. Et face à ça, seule la puissance publique peut renverser les choses. Et c'est là où nous voyons un vide qui apparaît. C'est-à-dire une démission d'État, ou alors une soumission d'État. Plutôt une soumission d'État. Absolument d'accord avec toi. Voilà, alors, vous avez répondu par avance à la question que je voulais poser, à savoir si ce management de la terreur existait dans d'autres pays, notamment en Europe. La réponse donc c'est oui, à cause justement de la société multinationale. Donc j'ai préparé quand même. J'ai essayé de préparer une autre question. Pourquoi est-ce qu'il y a cette soumission d'État? Est-ce qu'il y a un contrôle, une volonté, on va dire, de l'oligopole politico, industriel, financier, etc., de contrôler les individus, de les asservir à un système? Bon, ça c'est une question sur laquelle il faut avancer avec beaucoup de prudence et de vigilance. Bon, moi j'ai travaillé sur la dimension de la raison d'État par rapport à ça. Ce qui est très clair, c'est que 1945 a été perçu comme une date qui faisait suite à d'autres dates, mais qui en réalité marque un temps zéro. Pourquoi? Parce que 1945 voit l'entrée sur le champ politique de la bombe atomique, qui est une arme d'anéantissement, qui remet les pendules à l'heure. C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'est plus dans des logiques de conquête territoriale ou de prédation vivrière, on est dans une logique d'anéantissement. C'est le superlatif du totalitarisme, quoi. Et que l'une des conséquences dérivées de l'arme nucléaire, que seul le général Gallois, qui était l'un des stratèges de l'arme atomique, qui avait vendu la bombe atomique au général de Gaulle en 1956, a vu, est que ça a provoqué un déplacement du champ de la guerre. C'est-à-dire que, de fait, à partir du moment où j'ai le pouvoir de t'anéantir, comme disait le général de Gaulle, d'arracher un bras à Moscou, évidemment, on joue avec l'anéantissement. Donc, la logique de conflit traditionnel ne peut plus s'exercer. Alors on a dit c'est la paix. Oui, mais les États sont faits pour s'entretuer. Donc ça a provoqué un déplacement du champ de la guerre. Et le concept de guerre économique est venu comme ça, très clairement. Et que ce déplacement du champ de la guerre s'inscrit dans une autre dimension très spécifique de l'État français, pour le coup, à propos desquels j'ai eu 3 entretiens avec Pierre Messmer avant sa mort, disant en résumé, écoutez cher ami, le peuple, le peuple. On a vu ce qu'il a fait en 1939, le peuple. C'est-à-dire que l'État, tel qu'il s'est construit après 1945, a considéré que la défaite était la faute du peuple français. Premier élément. Oui, non, mais on est bien d'accord là-dessus. Mais premier élément, c'est très important ça. Deuxième élément, m'a dit Messmer, dit, de toute façon, l'État s'est donné quitus. C'est-à-dire que l'État, dans la conception des gaullistes historiques, s'est donné quitus du prix du sang. Quitus du prix du sang, c'est-à-dire nous avons payé le prix de la résistance en donnant aux cheminots de la SNCF un statut, blablabla, en donnant donc aux gens du PC un statut très spécifique dans EDF, qui a été révoqué en 2000 et qui était prévu de. Voilà. Et l'État a considéré qu'il
s'était donné quitus de tout ça, et que donc il n'avait plus rien comme dette vis-à-vis de sa population. Ah, moi, je le dis clairement. Et que le troisième élément est qu'il y a eu, après, l'importation en France. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous n'avons pas prêté suffisamment attention, je veux dire, nous autres intellectuels, hein. Ce sont les conséquences du rapatriement en métropole de la structure d'exploitation coloniale. C'est-à-dire l'ensemble de la stratification sociale, de la hiérarchisation sociale des gens mise en place par la structure d'exploitation coloniale en métropole. Et aujourd'hui, quand on observe avec des lunettes un peu précises ce qui se joue dans le monde du travail, on s'aperçoit que c'est la mise en place d'une stratification sociale, d'une hiérarchie sociale par l'emploi. Très clairement. De laquelle résulte un statut, etc., etc., etc. Et qui est rendu possible par le dernier élément de l'histoire, qui est, comme disait Mesmer, on ne va pas confier la bombe atomique à des civils, hein, chers amis. C'est-à-dire la construction à l'intérieur de l'État d'une structure interne de l'État, qui est fondée sur les trois grands corps, dont l'ENA est aujourd'hui le corps dominant. Non, dans le micro, s'il te plaît. Parce que sinon, on ne t'entend pas et c'est pas... Donc il y a quand même quelque chose de spécifique à l'État français. Ah oui, on ne retrouve pas dans les autres pays européens, notamment à cause du passé colonial de la France. Il y a une forme très spécifiquement française, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, et qui est liée à un acte qui est celui du général de Gaulle, hein, qui a consisté à priver la France du bénéfice de la défaite. C'est-à-dire que le général de Gaulle, on sait de toute façon depuis toujours qu'une cité, un pays vaincu, peut réparer ses failles comme un individu à partir du moment où il accepte d'en prendre conscience. Or, l'ensemble du gaullisme d'après 1945 était un gaullisme triomphant, basé sur l'idée que nous sommes les vainqueurs. Or, nous avons été vaincus. Oui, on ne met pas en place un dialogue, hein, donc ce sera ta dernière intervention, si tu le veux bien, il y a d'autres interventions. D'accord ? Oui, merci. La France était vaincue, mais il y a quand même, si De Gaulle a pu justement faire la France gagnante, c'est probablement à cause de cette Europe du Nord, et notamment à cause de l'admirable résistance britannique. Oui, non, ça sans aucun doute. Hein. De toute façon, il ne s'agit pas de refaire l'histoire. Il s'agit, moi personnellement... Non, mais pour être très clair, parce que nous sommes là sur un point qui est extrêmement difficile et sur lequel moi, je suis très très heureux de pouvoir échanger avec vous, parce que c'est vraiment très très complexe. C'est-à-dire que nous constatons aujourd'hui, après, moi j'ai passé 20 ans dans les affaires nucléaires, par exemple, civiles et militaires, nous constatons une spécificité française qui est largement aussi dure que la spécificité américaine ou la spécificité soviétique. Sans aucun doute possible. Bon. Que nous constatons dans les affaires économiques une démission d'État très claire, qui consiste donc à vendre les savoir-faire, à se défaire de ce qui peut garantir la sécurité des installations à risque. Je ne parle pas que du nucléaire, il y a aussi la pétrochimie, tout ça. Et qui consiste, en troisième terme, à agir à l'encontre objective des intérêts de sa population, c'est-à-dire à l'encontre objective de la paix sociale. Très clairement, hein, puisque la logique dont nous parlons aujourd'hui, même si nous sommes dans la phase de mise en place de la grille de fer de soumission, si ça continue comme ça en France, les gens ne se sont révoltés que pour la cherté de la vie. Enfin, soyons clairs, le prix du pain, c'est-à-dire contre la misère. Et ce dans quoi nous sommes embarqués est une logique de misère, c'est-à-dire on remplace la pauvreté par la misère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si le projet économique consiste à faire de cette région-là de l'Europe une zone de consommation par le tourisme, très clairement, ça ne suffira pas. Hein, je me suis amusé à faire la liste des chiffres de suppression d'emplois. Alors vous avez l'Élysée pendant la campagne électorale qui dit « Oui, nous avons créé 30 emplois chez Rossignol ». D'accord, mais il y en a juste 180 000 qui sont partis, plus 122 000 l'année d'avant, plus 328 000 l'année d'avant, plus moins 92 000 l'année prochaine, etc. On est dans les grands chiffres. C'est-à-dire que ce sont des masses entières de la population, qu'elles soient immigrées ou de souche, aucune importance, ce sont des masses entières de population qui se retrouvent en situation d'inutilité, donc d'impuissance, donc de frustration, donc de rancœur, donc de retournement de la violence contre soi, et à un moment donné, de renversement de la violence contre l'extérieur. C'est donc la paix sociale qui se trouve à terme menacée. Donc, quelle est la nature même, donc l'identité, le vrai visage, de cet État qui
en toute connaissance de cause, parce que, bon, faut pas prendre les gens non plus pour des imbéciles, tout ce dont je vous parle, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est-à-dire, il suffit d'aller voir les gens, les Happy Few, hein, je veux dire, ils ont pignon sur rue. Situation, elle est connue, elle est analysée, très clairement. Donc, qu'est-ce qui se joue dans l'arrière-boutique de l'État pour que l'on ait intérêt ainsi à mettre en péril, consciemment, les données structurelles de la paix sociale? Et c'est là où on retourne sur la question idéologique, dont l'obsession sécuritaire est une expression, alors, parmi d'autres, les plus visibles, etc., etc. Et ça, c'est de la politique après. Bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, ce que vous dites est passionnant, mais il y a quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est qu'en fait, c'est exactement la même chose que nous vivons par rapport à la fonction publique territoriale. C'est exactement la même méthode. Et quand vous parlez de soumission des managers, quand ils ne se soumettent pas, ils dégagent, mais le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on utilise les contractuels. On voit si ça fonctionne ou pas pendant 1 an, 2 ans. Et si ça ne fonctionne pas, si la personne, elle prend son métier à cœur et qu'elle pense être là comme manager, c'est-à-dire pour mener une équipe effectivement à un mieux-être, à peut-être, voilà, à mieux fabriquer, ou bon, là en l'occurrence c'est dans une cuisine, donc à fabriquer des bons produits pour les enfants des écoles, etc., en prenant soin des agents, pour qu'ils travaillent dans des bonnes conditions de sécurité, etc. Et bien, si la personne, elle fait ça consciencieusement, en réalité, elle ne convient pas, elle dégage. Voilà. Ah, mais il y a donc, fait... et quand Madame dit, mais comment est-ce qu'on prépare suffisamment nos enfants? Mais comment est-ce qu'on prépare nos enfants? Parce que, bon, nous, on est des enfants de nos parents, on va dire. On n'a pas été préparés à ça. Et parce que nos parents, ils n'imaginaient pas ça. Mais je ne vois pas comment des parents peuvent préparer des enfants à une telle dureté, quoi. C'est inimaginable. Voilà. Non, mais c'est très clair, hein, moi j'ai consacré. Oui, non, mais c'est certain. C'est certain. On constate un essaimage de ces pratiques-là dans la fonction publique, et bien évidemment, nos aînés portent une responsabilité par défaut vis-à-vis de tout ça, parce que, moi je me souviens au début de ma vie professionnelle, il fallait absolument que j'ai un CDI quelque part, mais ça n'existe plus. Mais dans le même temps, cette responsabilité par défaut repose sur un mensonge d'État. C'est-à-dire que quand on prend les textes relatifs à l'emploi qui ont été écrits par le Commissariat général au plan, etc., ou dans le cadre des différents plans quinquennaux, on s'aperçoit que tout ça est écrit, c'est prévu. C'est mécanique, quoi. Le chômage structurel, etc. Enfin, Baudrillard l'avait bien dit dans La Société de consommation, qui est un bouquin qui a été écrit en 1970. Donc après, on n'a pas voulu voir. Mais de la même manière qu'on n'a pas voulu voir, c'est pour ça que j'insiste sur cette question du bénéfice de la défaite qui nous a été retiré, on n'a pas voulu voir ça en 1945. Et vous aviez raison, monsieur, de dire la Grande-Bretagne, tout ça. Personne ne voulait voir ça. Personne ne voulait voir ça. Donc on est rentré... Mais bien entendu, mais c'est pour ça que je vous disais, nous ne voudrions pas penser ces choses-là. Bien sûr que non, on ne voudrait pas les penser. Moi, je préférerais passer mon temps ailleurs que dans des histoires de management circus, ou de bombe atomique, ou de santé publique. On ne voudrait pas penser ça. On voudrait penser qu'il n'y aura pas de problème au tricastin, ou que l'emploi, ça va se régler, ou que la dynamique sécuritaire ne va pas conduire à une escalade fascisante. Bien entendu. Oui, oui, on n'a pas voulu le voir, et je pense que dans le cas de Pierre Messmer, qui était capitaine, moi j'ai entendu un jour le général Koenig lui dire que ce n'était pas tellement un foudre de guerre, parce qu'il avait commencé la guerre comme capitaine, il avait fini comme capitaine. Donc en général, quand on fait la guerre, on avance très vite en grade. Mais il devrait, je suis quand même un peu troublé, parce que ce Pierre Messmer a quand même fait toute la guerre sous un uniforme britannique, et pas sous un uniforme français. Il a combattu sous l'uniforme de l'armée britannique. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre intervention? On va prendre une dernière intervention, où il n'y en a peut-être pas. Si, il y en a une, et ce sera la dernière intervention. Monsieur est courageux. Ouais. Votre analyse est excellente pour le cœur du système, le CAC 40 et donc le cœur des grandes entreprises, hein,
taille mondiale. Est-ce qu'il ne faudrait pas donc être plus attentif à la marge du système, de ce cœur? Alors, primo, c'est vrai qu'il y a soumission dans le cœur, on ne peut pas faire autrement apparemment. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de révolte massive. Cependant, il y a individuellement des gens qui décrochent carrément du système. C'est-à-dire, non seulement ils changent de métier, mais moi j'en vois, j'habite en zone rurale, qui arrive, qui avait un excellent métier, plein de compétences techniques, et qui dit, moi, j'en ai marre, je vais faire du maraîchage ou autre chose. Bon. C'est pour l'instant, effectivement, numériquement limité, mais il y a quand même un signe. Deuxième observation, la destruction de l'humain. Il faut voir aussi que là, ça va un peu comme la finance, ça se tire une balle dans le pied quand même. Parce que si on adopte la théorie de la valeur travail, la valeur ajoutée est quand même créée par le travail humain, pas par la machine, qui ne fait que transférer sa valeur, hein, selon Marx. Mais je pense qu'on n'a pas dépassé cette explication. Donc pour l'instant, c'est la seule valable. Hein. Donc s'il y a perte de valeur ajoutée, on va encore accélérer la décroissance, la diminution du PIB, tout le bazar, enfin, qualitativement et quantitativement. Donc, on va accélérer la crise. Alors, le cœur peut-il indéfiniment accélérer la crise sans lui-même s'auto-suicider? Bon. Ce qui m'amène à dire, enfin, à suggérer que, mais là tout reste à faire, que dans les catégories de pensée, nous-mêmes, militants d'extrême critique, n'est-ce pas, on est peut-être victime quand même de nos catégories anciennes marquées par le centralisme. Hein. Centralisme d'État, centralisme démocratique, etc. La question du bas sommet sur lequel pendant 20 ans de militantisme on a pédalé dans la semoule. Et que face à l'effritement du système, le délitement social, le délitement de tous les organes qui va sans doute s'accentuer, il y aura des zones non pas libérées, mais des zones vides. Comme ça se fait déjà d'ailleurs très bien en Angleterre. Hein, il y a des zones carrément délaissées par l'État, par les collectivités locales qui n'ont plus aucun moyen, et les gens s'auto-organisent au moins pour survivre. Et peut-être qu'à travers ces alternatives qui sont bricolées, qui sont effectivement pas fondées sur une pensée cohérente, très, très sophistiquée, peut-être qu'à travers toutes ces alternatives, on va pouvoir réfléchir et théoriser de nouveaux modèles de pensée. Mais c'est là où je vous rejoins, monsieur, c'est-à-dire que très clairement, la dynamique interne au cœur du système dont nous parlons est une dynamique, oui, que moi je considère comme suicidaire, ça c'est certain, dont la problématique de l'allongement inconsidéré des durées de vie centrales, en l'absence de plan de maintenance digne de ce nom, est l'une des expressions, hein, tout comme la gabegie d'hydrocarbures. Bon, l'une de ces expressions-là, quoi, hein, ça c'est très clair, et qu'après, en effet, les plus conscients ou les plus lucides font état d'une démarche consistant à sauver sa peau, à se replier sur des modes de vie qui permettront, à plus ou moins brève échéance, de générer une forme d'autarcie, très clairement, et dans des territoires non directement menacés par les grandes industries chimiques, pétrochimiques, nucléaires, développer des systèmes d'entraide collectifs comme ceux dont vous parlez, c'est certain. C'est certain. Ah, donc oui, mais attends, parce que c'est enregistré, donc si tu parles sans le micro, ça... Donc, et puis... Non. Donc, Annick, il y a... Si, il y a un micro, il est ici. C'est par rapport à ce que vient de dire monsieur, évidemment j'adhère, c'est quand même triste qu'on en arrive là. C'est-à-dire que les gens qui effectivement sont délaissés dans des zones, il n'y a pas, en plus il n'y a pas qu'en Angleterre, hein, on l'a ici en France, dans notre hexagone, et donc que finalement ils soient obligés de s'autogérer, et finalement pourquoi? Uniquement pour survivre. Donc une société comme la nôtre, qui est quand même la cinquième puissance mondiale à peu près, hein, Jean-Philippe, on en arrive là, il y a de quoi vraiment désespérer. Alors bon, et ce soir, on a
malheureusement, il n'y a pas d'éléments qui nous permettent d'espérer trop. Et ça, pour les générations futures, moi qui suis grand-mère, c'est vraiment complètement désespérant parce qu'en plus, on voit bien que certains gamins, ils sont vraiment dans cette société de conso. Et on a beau en parler à chaque fois qu'on se voit, on ne se fait pas entendre, quoi. Alors non, excusez-moi, mais je voudrais rajouter juste un mot là, parce que c'est pas du tout des... Non, 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 attendez, si vous voulez intervenir, vous attendez que le micro arrive jusqu'à vous. Donc, c'est enregistré et... Il n'y a pas assez de... Alors, attends. Non, mais... Eh bien... Voilà. Je me suis peut-être mal exprimé, hein, mais c'est pas du tout désespérant, c'est au contraire plein d'espoir, plein d'opportunités, parce que à travers ce bricolage, je prends un exemple qui est tout à fait anecdotique, mais quand même révélateur. Il y a une expérience qui se faisait en Angleterre depuis quelques années, et c'est arrivé dans le Gard. Un village a construit des bacs à légumes, et dans ces bacs à légumes, qui étaient faits spontanément par différentes personnes, bénévolement, etc., appuyés par la municipalité, on peut se servir gratuitement des légumes qui sont dans le bac. Sous réserve que quand on passe, on donne un petit coup d'arrosage, on arrache quelques herbes. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est un libre service gratuit. Ce sont de nouvelles formes de relations sociales qui sont en train de se créer. Donc là où tout le monde dit individualisme, etc., l'enfoutisme, manque de civisme, on voit qu'on peut complètement reprendre les choses à l'envers de manière positive. Et des petites choses, des petites exemples comme ça, il y en a plein. Pour l'instant, c'est disséminé, c'est peu visible. Hein. Et c'est pas connu. Et là, il y aurait du travail à faire connaître ces choses-là. Écoutez, dans le blues, quand on quitte... Ouais, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon, j'avais quelqu'un qui